Je monte au pupitre, vous s'assied devant son ordinateur, je vais le présenter. Est-ce nécessaire? Tout le monde connaît Jean-Pierre Changeux, qui est professeur honoraire au Collège de France et qui a été professeur de 1976 à 2006, donc 11 ans de plus que Boulez, mais qui a connu la période Boulez intégralement. Et Jean-Pierre Changeux était titulaire de la chaire communication cellulaire. C'est un de nos très grands scientifiques et qui a fait des avancées considérables en neurosciences. Et son exposé s'intitule « Boulez et les neurosciences du champ des oiseaux à l'intelligence artificielle ». Je pense qu'il prendra peut-être un peu appui sur un livre de dialogue entre lui et Boulez et Philippe Manoury. Philippe Manoury étant un peu plus marginal dans le dialogue, que j'ai lu avec grande attention, qui a été publié assez récemment, le livre « Les neurones enchantés ». Et voilà, et donc il figure ici en encadré à droite sur cette diapositive. À toi la parole, cher Jean-Pierre. Et merci d'être venu chez nous aujourd'hui, malgré ton déplacement à Rome, tout récent. Merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie les deux co-organisateurs d'inviter un intrus, parce que dans ce monde des sciences humaines, les biologistes ne sont pas toujours les bienvenus, car ils ont tendance à être critiqués pour déshumaniser. Bon, je vais essayer d'illustrer le contraire. Et vous parlez des entretiens que j'ai eus avec Pierre Boulez. Attendez, je ne sais pas si... Oui, il y a des choses qui ne viennent... je ne sais pas comment arrêter ça. Ah, voilà. Qui, en fait, sont intervenus lors de ces cours au Collège de France. J'ai assisté à plusieurs d'entre eux. Et aussi... à la fin de ces cours, je me suis dit, bon, il faudrait quand même qu'on ait un peu de relations. Et nous sommes rencontrés à France Culture. C'est une proposition que je lui ai faite. Et il y a cinq entretiens à voix nue. Et je vous recommande d'y aller sur le site. C'est assez vivant et amusant. Le site a été réactivé lors de la disparition de Pierre Boulez. Et d'autre part, nous avons ensemble pas mal échangé et décidé de faire un texte avec Philippe Manoury, qui est un de ses élèves. Et donc, cet ouvrage, Boulez, Changeux-Manoury, n'est pratiquement pas cité par... ni les musicologues, ni les musiciens, ni les neurobiologistes. C'est bien triste, et donc j'ai essayé de vous attirer et peut-être vous intéresser par ce dialogue. Donc, mon exposé aura une forme assez inhabituelle, étant donné que je n'ai pas voulu faire de synthèse et d'imposer des interprétations sur Boulez, mais de laisser Boulez parler. Et donc, c'est pour la première fois que je fais ce genre d'exposé, un dialogue exposé oralement. Et d'abord, première question à Pierre Boulez, l'encyclopédie, la musique et la science des sons en tant qu'elle est capable d'affecter agréablement l'oreille. Il résulte des sensations agréables. Pierre Boulez, cette définition sent fortement la bergerie. Elle ressort d'un hédonisme précieux et courtisan dans l'écriture de Bach. Il y a autre chose que l'agrément des sonorités. L'art de la fugue, Bach lutte avec le matériau, avec la thématique, les instruments. Je pense à une virtuosité d'écriture, de pensée, et non pas seulement une virtuosité de description de faits. L'œuvre est faite pour être lue. Voilà un point intéressant. De plus, la culture dans laquelle nous baignons joue un rôle primordial dans nos jugements esthétiques et dans nos appréciations artistiques. Berlioz comparait les chants chinois à d'atroces bâillements de chiens, hurlements de chats écorchés, et chez Jean-Louis Barrault, les Français caricaturaient les acteurs japonais de No. Et pour Pierre Boulez,
ils n'en connaissaient pas les codes. Nous reviendrons sur ce terme qui a d'ailleurs été utilisé par Goldman, mon prédécesseur. C'est un terme important. La musique s'inscrit dans le temps. Pour être entendue, la musique doit également s'inscrire dans l'espace. Et ça, c'est en référence avec le précédent exposé. Et l'investir. En cela, elle se rapproche du théâtre. La dimension temporelle de la musique, d'autre part, distingue, et ça c'est un point assez intéressant, mais un peu subtil pour moi d'ailleurs, le temps lisse ou suspendu où les sons sont contemplés pour eux-mêmes, et le temps strié ou orienté, directionnel selon les modifications de rythme et de tempo sont plus ou moins fortes. Donc nous voilà avec une première définition de la musique sur laquelle nous sommes évidemment tombés d'accord, mais encore citant l'encyclopédie, on peut aller plus loin avec Diderot. L'article beau, c'est tout ce qui contient en soi de quoi réveiller dans mon entendement l'idée de rapport. Nous y reviendrons tout à fait à la fin si j'ai le temps, j'en sais rien, d'aborder cette question. Pierre Boulez répond « Je pense que par la musique, on va vers l'irrationnel. La rationalité peut être si enfouie, indéchiffrable, qu'elle en rejoint l'irrationnel. La parfaite rationalité n'existe pas, évidemment, en musique. » Et ça, c'est un point qui m'a surpris beaucoup, mais qui est un point fort de sa pensée, et il la reprend plusieurs fois. « Votre musique est souvent perçue comme très cérébrale, très technique, quasi mathématique. » Eh bien, non. C'est une rationalité de fabrication, simplement. Voilà une réponse assez intéressante pour nous. Concernant le sérialisme classique, dont il a été question ce matin, pour moi, je dis pour moi Pierre Boulez, c'est vraiment la castration. Cela m'a beaucoup aidé à jeter le chiffre 12 par la fenêtre. Ce qui importe, c'est d'avoir un chiffre modulable. Et l'harmonie naturelle des pythagoriciens, qu'est-ce que vous en faites? Aujourd'hui, avec l'équipement électronique dont nous disposons, nous pouvons nous libérer de cette suggestion aux lois de l'harmonie naturelle. Et on perçoit la richesse de cet univers. Si les intervalles sont perçus comme consonants ou dissonants, c'est toujours par rapport à une grammaire donnée et non en soi. Et les structures aléatoires, dont on a parlé abondamment dans le précédent exposé, en réaction aux pythagoriciens, j'utilise des structures aléatoires, mais dirigées. S'il est bien pensé, l'aléatoire offre d'infinies variations qui ne détruisent pas le modèle original et assurent un renouvellement permanent du discours musical. Je dirais maintenant quelques mots de la physiologie du cerveau en relation avec la musique que nous avons débattu longuement. Pierre Boulez n'a pas beaucoup parlé, mais vous allez voir, il a eu des remarques très pertinentes. Pour le physicien de neurobiologiste, le son est une vibration continue, périodique dans le temps, dont les multiples formes naturelles des harmoniques et finalement leur ensemble le timbre. Le son est distinct du bruit qui échappe à cette hiérarchie. Il n'en a pas été question à ma connaissance ce matin, la distinction entre son et bruit. Le sujet est important, tant sur le plan physiologique que sur celui de l'art. Par exemple, la musique concrète est-elle de la musique? Pour Pierre Boulez, dans la nature, les sons sont rares, mis à part ceux produits par le vent dans une cheminée. Par contre, les bruits abondent, vent, eau, tonnerre. Les sons, proprement dit, ce qui est très hiérarchisé, sont inventés, apprivoisés par l'homme. Et n'oublions pas le tempérament, la gamme naturelle est à nos oreilles fausse dès la 7e harmonique. L'évolution des œuvres a été de corriger ces défauts. Par exemple, la musique indienne n'a aucune polyphonie, mais elle a une richesse beaucoup plus grande du point de vue des intervalles mélodiques. Il faut, selon Pierre Boulez, apprivoiser l'immense diversité des sons par la musique. Voilà, si vous voulez, la définition
physiologique, l'on peut dire, et ultime de la musique par Pierre Boulez. Alors, de l'oreille au cerveau, évidemment, on pense à des intermédiaires entre le grillon et l'homme, le chant des oiseaux. Alors, il s'agit d'une production animale très riche, et il y a 8700, sur 8700 espèces d'oiseaux, il y en a 4000 qui sont chanteurs, il y en a qui se développent sans, d'autres avec apprentissage. Il y a même des dialectes qui se forment, par exemple chez le moineau des marais à la tête blanche, mais cette capacité d'apprentissage reste limitée. Alors, évidemment, Pierre Boulez réagit à cette remarque. Je ne pense pas que le chant des oiseaux soit... Ça, alors Olivier Messiaen réagit. Attendez, arrêtons-le. Malheureusement, c'est dommage. Je reviens en arrière pour que je puisse vous mentionner le texte de Boulez sur Olivier Messiaen a transcrit ces chants d'oiseaux en les transposant avec des moyens artificiels de l'écriture musicale occidentale avec des intervalles de demi-ton tempérés qui n'ont rien à voir avec un chant non tempéré et non métré. Le résultat peut plaire à l'homme. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup les chants d'oiseaux de Messiaen, mais ces critères esthétiques diffèrent de ceux des animaux, évidemment, éminemment variables d'un individu à l'autre, mais qui nous sont propres. On est très loin de la réalité. Vous avez vu la comparaison entre l'oiseau et Messiaen, et c'est probablement tant mieux. La catégorie musicale est quelque chose d'artificiel, c'est un artefact. Pour Boulez, c'est un très joli terme, le beau, qu'est-ce que c'est? Un artefact propre à l'homme. Voilà, Boulez avec Messiaen. Poursuivons notre enquête sur le son qui entre dans l'oreille par la vibration du tympan, puis la chaîne des osselets, la fenêtre ovale. Et là, il y a un point quand même important à souligner pour ceux qui s'intéressent à la musique, et Boulez en particulier, c'est que le long des limaçons qui est à l'intérieur de l'oreille, les sons aigus interviennent, stimulent la base et les sons graves au sommet. Il y a donc ce qu'on peut appeler une tonotopie naturelle. Là, on est dans le naturel, dans l'inné de l'oreille interne, et donc une résonance, entre guillemets, naturelle avec le monde extérieur. D'autre part, si on poursuit notre analyse, on constate qu'au niveau de l'oreille interne, il y a des cils qui entrent en vibration avec le son, et qu'il y a une transduction mécano-électrique ici pour donner un signal nerveux qui se produit dans l'organe de Corti au niveau des cellules ciliées. Et il y a une transition moléculaire appelée allostérique qui intervient dans la traduction du signal sonore en signal nerveux, la musique en influx nerveux. Donc, en fait, l'auditeur ne réalise pas que tout ce qui se passe dans son cerveau lorsqu'on perçoit de la musique vient intégralement et exclusivement de l'activation collective d'un ensemble de molécules dans son oreille, une image fidèle neuronale, mais strictement physico-chimique de l'œuvre, se forme sur la cochlée et en conserve l'organisation. C'est une vision que vous pouvez considérée comme un peu réductionniste, elle est même pas mal du tout. Et on peut considérer, selon moi, le cerveau comme une machine chimique hautement organisée. Je pense que c'est une version universelle de la biologie vue par les sciences humaines. Alors je ne sais pas, Pierre Boulez, si vous acceptez cette définition, tout pour arriver à ça. D'après ce que vous venez d'expliquer de son fonctionnement, je le conçois bien. Donc vous voyez qu'il est
entièrement d'accord avec cette manière de voir. Et il y a donc, si j'ose dire, un accord parfait, c'est un jeu de mots assez facile, entre le musicien, compositeur et le neurobiologiste que je suis. Poursuivons cette analyse des circuits qui interviennent dans notre cerveau. Pierre Boulez a introduit cette question par une conception un peu parallèle, mais qui va nous intéresser. La musique est présente dans les sociétés tribales les plus anciennes, avec une grande diversité. Les langues dériveraient-elles de cette diversité? C'est une question à laquelle je ne vais pas directement répondre parce que nous n'avons pas une réponse absolue, mais une chose qui est importante à dire, c'est que les territoires nerveux qui sont engagés par la musique diffèrent de ceux engagés par le langage. Le langage, c'est essentiellement l'hémisphère gauche et l'aire de Broca. La musique, c'est l'hémisphère droit, mais aussi plus généralement le reste de l'encéphale. Et il existe moins des lésions génétiques qui altèrent la perception globale de la musique, qu'on appelle des amusies, mais qui n'altèrent pas le langage. D'autres, encore plus sélectives, qui interviennent à la reconnaissance des mélodies. Donc, conclusion, sur le plan du neurobiologisme, les territoires engagés dans la perception du langage et dans l'usage du langage et ceux de la musique sont quand même très largement différents. Donc, on ne peut pas dire que la musique dérive des langues ou réciproquement à ce stade. Il y a plutôt une séparation des fonctions. De plus, cet ensemble de prédispositions innées, nous dit Boulez, inclut des éléments naturels extérieurs, comme sons agressifs, intervalles chromatiques, de souffrance, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que une fois que ces sons sont arrivés dans le cortex auditif, vous voyez ici, ça c'est le nerf auditif qui arrive au cortex auditif, ensuite il progresse dans le cerveau, comme vous pouvez le voir, et vers ce qu'on appelle le cortex temporal, jusqu'à une partie très antérieure de notre cerveau, que je n'ai pas représentée ici, mais j'ai par des flèches rouges pour laisser un peu plus de votre imagination fonctionner, qui est un espace de travail conscient, neuronal, dont je reparlerai tout à l'heure dans quelques minutes. Donc, nous avons un système qui progressivement va depuis ces événements moléculaires dans l'oreille, avec d'autres événements moléculaires, mais portés par l'influx nerveux, jusqu'à notre cortex frontal qui se trouve ici et qui, comme vous savez, est plus développé chez l'homme que chez le singe. Je crois que... Je ne sais pas comment on peut arrêter. Enfin, écoutez, la compréhension de la pièce musicale a lieu précisément du défaut de cet espace de travail neuronal conscient. Et on arrive donc, si vous voulez, de la molécule à la conscience, qui elle-même est évidemment, on y reviendra si j'ai le temps, communiquée socialement pour aller du compositeur à l'exécutant et au public, et parfois réciproquement. Donc, quelle est la réaction de Pierre Boulez à cette présentation qui me paraît quand même importante? Les contraintes imposées par notre cerveau à la musique sont considérables, donc il accepte ce que je viens de lui dire, et s'impose à la problématique du compositeur. Ça me paraît, pour, disons, un compositeur, un point très important. Alors, il a fait un test expérimental à l'IRCAM pour plusieurs personnes différentes sur la perception d'une forme, justement, dans ce contexte, instabilité complexe, et l'effet de la culture. Et le plus inculte et le plus raffiné se rejoignent dans une non-perception de la forme. C'est en partie un don naturel et en partie le résultat d'une éducation.
c'est une phrase qui est un peu ambiguë pour moi, mais poursuivons. Est-ce que vous avez besoin de l'oreille absolue pour écrire? Certains compositeurs n'ont pas l'oreille absolue, cependant ils écrivent. Et ils ont une oreille relative, une oreille des intervalles. Les sons complexes sont les plus difficiles à analyser et les plus irréductibles. Certaines personnes entendent l'accord sol, bémol, ré, fa, dièse, d'autres pas. De cela montre qu'il n'y a pas de correspondance terme à terme entre les signaux du monde extérieur et les signaux que vous-même, en tant que compositeur, entendez intérieurement, même s'ils sont d'origine neurobiologique, bien entendu. Et là, Pierre Boulez souligne, c'est une conclusion très importante. Deuxième point, cela signifie que notre cerveau n'est pas simplement une oreille, mais qu'il reconstruit une organisation perçue de manière choisie et qu'il analyse. Notre perception est une reconstruction. C'est ce que je propose à Boulez. C'est là un point essentiel, dit-il. Donc, nous sommes tombés d'accord, même dans ce contexte de la relation, non seulement de la molécule au cerveau, mais du cerveau à la conscience et à la création. Donc, cela nous amène à la création, et j'ai bien apprécié dans l'exposé de M. Goldman l'idée de hasard et de variabilité, car, comme vous le savez, c'est à la base du darwinisme. Je vais y revenir immédiatement. Je refuse le terme création du fait que la référence traditionnelle au monde créé par Dieu. Je préfère le terme composition. Le talent est commun, le génie relève d'un niveau d'originalité exceptionnel, la science découvre ce qui existe, l'art révèle ce qui n'existe pas. Le génie en art possède le talent rare d'amplifier ce qu'il découvre. Le scientifique procède par essai et erreur, mise à l'épreuve de modèles avec succès, Adama, mais aussi souvent sans succès. C'est vrai, je peux le dire en tant que scientifique. Le scientifique doit observer, créer une hypothèse pour justifier ce qu'il a observé et le soumettre au verdict de l'expérience. Il y a progrès de la connaissance par sélection successive de modèles adéquats. Pour Pierre Boulez, et je le pense aussi, en musique, le compositeur ne désire pas créer une vérité objective. Nous ne prétendons pas découvrir le monde par notre œuvre. Nous découvrons notre monde et notre relation au monde en général. Pas de progrès, on n'observe pas, on analyse ce qui a été fait avant nous, les diverses trajectoires individuelles connues et surtout son histoire personnelle, qui est un point évidemment très important. Alors j'ai proposé, il y a bien des années, un modèle darwinien de création avec ce fait qu'ici il ne s'agit pas de l'évolution du génome, mais de ce qui se passe, des représentations que nous formons dans notre cerveau, qui sont des assemblées de neurones. Donc il y a, selon moi, un générateur de diversité avec une variabilité des représentations qui peuvent accéder dans l'espace conscient, des mécanismes de sélection par récompense et des mécanismes d'amplification par communication. Donc pour moi, la création artistique est un enchâssement de multiples représentations neuronales sélectionnées par essai-erreur, des processus darwiniens par lesquels l'œuvre se construit mentalement, puis s'objective par l'écriture et par la narration. C'est pratiquement ce que nous avons entendu dans l'exposé précédent, mais on peut trouver et construire un modèle neurobiologique où ici vous avez des représentations, vous voyez ces assemblées de neurones qui passent de l'une à l'autre et qui sont variables donc au hasard, et s'il y en a une qui tombe, qui colle avec ce que le compositeur a en tête, il y a un système de récompense qui va intervenir et choisir cette représentation. Donc on peut construire un modèle de création sur le mode darwinien mental, et je pense qu'il y a là quelque chose qui a été apprécié
par Boulez lorsque nous avons débattu. Je vais citer juste quelques éléments. Dans le cas des arts plastiques, on trouve comme préliminaire à l'exécution de l'œuvre des dessins préparatoires, des esquisses, des modélos qui représentent essais et erreurs par schéma et correction avec une variabilité où le hasard intervient et des étapes successives à l'accomplissement de l'œuvre suivant un schéma darwinien. Et Pierre Boulez répond « En musique, il y a aussi des esquisses avec reprise ou élimination. On connaît celle de Wagner pour le Ring, qui débute en première position par un accord parfait en mi bémol majeur, qui est remplacé dans la version finale par un accord qui se rapproche des harmoniques naturelles. Ce remodelage vise à classifier l'intervalle du stable au plus instable et de ce fait créer une tension plus forte. » Et là, on peut évidemment regarder un manuscrit de Proust où sont visibles les essais et les erreurs, et on est frappé par l'extraordinaire recherche de la composition d'ensemble. Pour Boulez, cette structure d'ensemble n'a fait que se déplacer, se recomposer. Proust dit d'ailleurs lui-même qu'il n'a pas écrit son livre, mais que ce sont les lecteurs qui écrivent en le lisant. Si j'ai mis cette musique, c'est parce que j'illustre cette variabilité dans l'écriture de Boulez, qui a été conservée dans un manuscrit qui a été récemment acheté par Ralph Facet dans sa collection. Et vous voyez, pour la première sonate dont vous avez d'entendre les débuts, les essais et erreurs remarquables de Boulez dans l'écriture de ce texte. Voilà. Maintenant, je vais, si ça ne vous ennuie pas, puis le temps passe, sauter toutes ces parties et passer à la fin, parce que je suis évidemment en retard, et terminer par des règles de l'art dans les quelques minutes qui me restent. Je voudrais aborder ici un thème qui m'est cher. Je ne sais pas pourquoi c'est... Voilà. Un thème qui m'est cher parce que pour le neurobiologiste, la représentation du monde par les milliards de neurones que nous avons dans le cerveau pose problème, étant donné que tous nos discours, nos représentations sont organisés et nous examinons pas par le hasard un nombre immense, colossal, je veux dire astronomique, de représentations. Il y a donc ce que Ricoeur appelle un filtre de la norme, c'est-à-dire des règles qui contraignent et limitent de haut en bas le nombre et la nature des représentations cérébrales neurobiologiques que nous sommes capables de former. Donc ces règles sont une sorte de cadre neuronal épigénétique acquis, et Braque écrivait « J'aime la règle qui corrige les notions », et Pierre Boulez a répliqué « J'aime l'émotion qui corrige la règle ». Et pour lui, la notion de règle ne concerne pas la relation de la musique avec les mathématiques, c'est absurde. Plus encore, pas de règle, mais un système à court terme de contraintes locales, sans la rigidité des règles. Il ne doit pas s'installer, mais au contraire, il brise les règles. Il est indispensable à la création. L'œuvre satisfait une logique de construction qui est inventée chaque fois et dont les origines restent obscures. Malheureusement, Boulez ne va pas plus loin et il l'a répété à plusieurs reprises. Plus on va dans la connaissance, plus on entre dans l'obscurité. Bon, je ne veux pas dire que Boulez est un obscurantiste, hein, ce n'est pas ça du tout mon point de vue, mais il ne veut pas aller plus loin. Alors je terminerai par 4 règles. La règle de la nouveauté. Évidemment, pour Boulez, il y a un noyau permanent et des parties mobiles, c'est ce qui a aussi été dit dans l'exposition précédente. Ce qui est indispensable, c'est le renouvellement des façons de penser et d'écrire la musique. Même si certains éléments demeurent constants, le compositeur doit inventer l'inattendu. L'œuvre d'art peut être en décalage avec le essai et peut nourrir ce décalage. Et pour quelle raison avez-vous été soucieux de ce renouvellement?
pour Pierre Boulez, c'est clair, je ne m'attendais pas à sa réponse, une nécessité biologique. J'espère que vous avez cette réponse tous en tête. La question de Gênes, le compositeur, pour lui, et c'est une question qui est très importante là aussi qu'il faut noter, le compositeur est un prédateur. Il ne peut pas revenir en arrière comme le chevalier dans la forêt enchantée, parce que la forêt s'est reconstituée derrière lui. Voilà, donc consensus partium. Alors là, c'est un point majeur, et si j'ai encore 2 minutes à citer, je vais d'autres. Pour Alberti, la beauté est un accord, une conspiration des parties avec le tout. Elle s'établit selon un nombre, un ordre quantitatif, une place définie, comme le requiert l'harmonie, principe absolu premier de la nature. Je ne suis pas du tout platonicien, mais je cite quand même Alberti. Alors Boulez répond, il est vrai que dans une œuvre accomplie, parties et tout sont interdépendants. Le seul principe organisateur et unificateur repose sur le vocabulaire, sur les composantes du langage musical soutenu, toutefois par une structure solide. Tout réside dans la cohésion en ce qui se ressemble et ne se ressemble pas. Je choisis des structures de façon à ce qu'on se les rappelle, et cela fonctionne aussi comme une connaissance de la structure pour elle-même. Ces composantes, je les varie ostensiblement. Quelquefois, je mets aussi des signaux pour indiquer une structure à son entrée par son... Ce qui importe, c'est de percevoir l'œuvre comme organique, il se répète, comme un réseau de relations ordonnées selon une idée, où les dimensions et les perspectives, l'agencement du matériau et les moyens expressifs portent ou semblent porter la forme globale. Il y a donc parfait accord entre, selon moi, Alberti et Boulez. Et un mot pour la parcimonie, et un autre mot encore, et je terminerai. Pour Herbert Simon, psychologue, économiste, mathématicien, la beauté pensée et perçue comme rendant compte de beaucoup à partir de peu, en trouvant des distributions simples au milieu d'une complexité apparente. Donc une économie de moyens, une parcimonie. Et Boulez répond, je dirais plutôt avec des notes qui sont les plus nécessaires, indispensables, pas un minimum. Je donnerai un exemple, ça c'est assez amusant, la référence à la peinture de Klee et au fait que au Bauhaus, Klee donnait des leçons où il donnait un nombre minimum de composants, ici une droite et un cercle, point final, et voilà le tableau de Klee. Donc pour Pierre Boulez, c'est un modèle évidemment très intéressant, et je terminerai sur la relation à l'autre, l'exemplum. Pour moi, c'est une composante essentielle de l'art. Le cerveau d'Homo sapiens, c'est conscient et rationnel, mais aussi social. Il va jusqu'à proposer des règles éthiques pour une vie bonne, avec et pour les autres, c'est Aristote et évidemment Ricoeur. Et le cerveau humain est engagé dans divers modes de communication intersubjective, conscient et inconscient, comme le langage. Le renforcement du lien social avec l'entraide fait partie des fonctions cérébrales qui ont conduit à la sélection au cours de son évolution de l'Homo sapiens. Alors pour Boulez, la musique est une communication subjective et encore une fois n'a rien à voir avec la rationalité contrairement aux scientifiques, le compositeur ne propose pas une vérité objective mais subjective. Avec la musique pure, Brahms, Debussy, le compositeur propose, l'auditeur dispose, l'imagination est orientée vers ses propres désirs. Et je terminerai en disant que, je passe à la suivante, que il faut penser le monde comme changeant, il n'y a pas un seul sentiment dominant, la frustration des désirs non aboutis, que sais-je encore. Je fais une œuvre où l'on écoute seulement les sons. Je mentionne l'aspect engagé des belles idées de Poussin ou de la tension sociale de Louise Bourgeois. Et il conclut, ce sera ma dernière
phrase, tout art implique un contrat de communication. Encore faut-il ne pas le réduire à un art de propagande. C'est un point intéressant chez Boulez. Nous découvrons notre monde et notre relation au monde en général. Il existe un problème de l'expression musicale de nos jours, du fait de l'existence de différents niveaux de culture qui ne s'identifient pas nécessairement avec des couches sociales différentes. Difficile de délimiter une cible dans une société complexe comme la nôtre. Je vous remercie.